comment faire en sorte pour que ce qui est inné et qui reste à peu près jusqu'à 6-7 ans, eh bien, ne tombe pas dans les oubliettes après. Quelles sont les compétences qu'il faut pouvoir conserver? Quelles seraient les pratiques pédagogiques, les méthodes éducatives, les lieux propices pour tout cela? Est-ce qu'il y en a? Et si oui, que font-ils? Comment le font-ils? Quelles sont leurs difficultés? Eh bien, c'est ce que l'on va voir cet après-midi avec la première table ronde dédiée à l'éducation et qui va être animée par Christophe Chenbeau, que j'accueille. Anju et Pascal Chazot, qui nous viennent d'une petite région d'Inde et qui vont nous parler de leur projet d'école qui a maintenant 20 ans, qui a à peu près 300 élèves et qui devient un projet pilote que vous êtes en train de transmettre dans le monde entier, puisque vous êtes en tour finalement. Expliquez-nous. Bonjour tout le monde et namasté. Namasté, ça veut dire en sanskrit « je salue la divinité qui est en toi », ce qui est sacré. Donc c'est une façon de voir qu'il y a du divin dans chacun. Mais aussi, je viens d'une culture où les animaux font partie de notre quotidien et aussi de notre mythologie et les dieux. Il y a beaucoup de dieux en Inde, il y a déjà 3000, je pense qu'il y a plus que 3000 dieux. Et parmi ces dieux-là, il y en a qui sont des singes, ils ont le pouvoir des singes. Ganesh, qui est moitié éléphant, la tête d'un éléphant. Et donc pour nous, il n'y a pas une grande différence. Les animaux peuvent avoir des immenses pouvoirs qui peuvent être sacrés et divins. Donc je viens d'une culture où le dialogue, ce serait peut-être quelque chose de normal, mais en fait, ce n'est pas dans l'éducation. Parce que l'Inde, moi je suis indienne d'origine et je suis née là-bas et je suis grandie là-bas, où j'ai rencontré Pascal, mon mari, et puis on s'est mariés. Mais l'Inde était une colonie, donc ce qu'on a hérité, c'est quand même le système anglais de l'époque d'une colonie. Et en fait, c'est ce qu'on a appelé, c'est le modèle des prisons, ce que Michel Foucault a appelé, et aussi le modèle des usines après la révolution industrielle. Donc ce que moi j'ai subi moi-même, c'était vraiment un grand ennui et la peur dans l'école. Et Pascal, qui est mon mari, qui est français, a vécu aussi une espèce de grand ennui dans son école, où il se sentait prisonnier. Donc tous les deux, quand on s'est rencontrés, on a voulu créer cette école qui est différente, qui est une alternative. Mais où d'abord on a la grande joie pour apprendre, où on s'éclate, parce que apprendre, ça doit nous donner du bonheur. C'était la première chose. Et quand on a commencé cette école, c'est pas une école privée, donc c'est avec les autorités indiennes, donc on éduque aussi des enfants extrêmement pauvres. Pascal, étant très français, il a voulu avoir quelque chose de laïque, donc aussi donner une éducation à tout le monde sans savoir la religion, parce que la religion et les castes jouent quelque chose de très important en Inde, et c'est très difficile. Donc il a voulu ne pas poser des questions sur les castes, la religion, etc. Et quand on a voulu créer cette école, il y a eu une grande bataille presque, une grande résistance. Il y a eu des émeutes, ils ont brûlé des bus, signé des pétitions en sang. Les émeutes passaient de ville en ville. Ils ont fait des cas à la cour. Ils ont voulu même aller en prison contre nous. Aller en prison comme faisait Gandhi, contre l'anglais. Bon, ils ont trouvé en français, mais ce n'est pas la même chose, mais ils n'ont pas compris ça. Et finalement, ils ont perdu à la cour. Ils sont allés à la Cour suprême de l'Inde. Ils ont perdu là-bas aussi, ces groupes. Et finalement, on a pu créer cette école qui s'appelle Mahatma Gandhi International School. D'abord parce que je viens de cette ville qui s'appelle Ahmedabad, qui est à l'ouest de l'Inde, et c'est de là où Gandhi a commencé sa résistance. Aussi sa lutte contre les castes. Et Pascal, il a appelé ça à cette époque l'apartheid en éducation, parce qu'en Inde, il y a les écoles pour les pauvres qui sont gratuites, il y a les écoles pour les middle class, et ensuite il y a les écoles pour les riches, qui sont des écoles résidentielles, etc. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est amener d'abord le corps dans l'apprentissage. Parce que le corps, pour moi, était mis en exil pendant des siècles, où on est assis et puis on voit ce qui est écrit dans les tableaux et puis tout est mental. Donc le corps et le sens, tous les sens, les 5 sens déjà. Donc quand on a créé cette école, on a créé cette pédagogie, on était inspiré des mouvements différents, la thérapie de l'art, le théâtre, PNL, Freinet,
John Dewey qui est américain, bien sûr des philosophes indiens, Krishnamurti, Aurobindo, etc. Il y en a plein qui nous ont inspirés. Donc on a pris un peu de partout dans un petit mouvement, une philosophie qu'on peut appeler le Jugaad. En Inde, le Jugaad, ça veut dire assemblage, un peu bricolage. Donc on a pris tout ce qui marchait. Et on a amené une pédagogie expérientielle dans l'école. Donc c'est une école internationale qui va du maternel jusqu'au bac. On a voulu créer quand même une école qui va jusqu'au bac parce qu'il fallait rester un peu mainstream. Si on n'est pas dans le mainstream, on est ignoré et puis mis de côté. Et puis ça ne peut pas marcher. On voulait montrer que nos étudiants peuvent réussir le bac aussi. Donc on a pris le bac international de Genève. Qu'est-ce qu'on a fait dans la pédagogie? Eh bien déjà, les enfants choisissent les projets qu'ils ont envie de faire, mais collectivement. Donc ils peuvent voter pour les projets. Il n'y a pas de texte scolaire. Il n'y a pas de notes qui sont données. C'est les feedbacks qualitatifs. Et il y a beaucoup de démocratie, mais ce n'est pas une autonomie totale. Il y a quand même des choses qu'on propose. Mais ces projets ont sens pour les enfants. C'est lié avec la vie de l'enfant. Sinon, ça n'a pas de sens. Pourquoi je vais faire une belle chose académique et puis un essai que je vais écrire, ça va être mis dans le tiroir. Donc, la deuxième chose aussi qui était importante, c'est amener le côté ludique dans l'apprentissage. Donc, tout passe par le jeu. On avait un slogan à cette époque, il y a 20 ans, on a appelé ça « Make it a game ». Il faut que ce soit un jeu. Et les profs ont cherché un mot, parce qu'on ne voulait pas le mot teacher, enseignant, etc. C'était trop didactique. Et on a tous voté à cette époque pour un mot initiateur. Donc nos profs ne sont pas des profs, enseignants, etc. Ils s'appellent eux-mêmes initiateurs. Et on est parti du groupe. On apprend aussi avec le groupe. Donc le côté expérientiel, c'est une interaction avec l'environnement, par ces projets qui sont pour la collectivité, quelque chose de bien, on touche les choses, on utilise les objets, on rencontre des gens, etc. Donc on peut aussi utiliser les sens, même dans le côté académique. Donc là, vous voyez les enfants qui sont en train d'apprendre la chimie, les atomes, touchent avec les mains, les yeux bandés, etc. Ils ont aussi fait la danse de l'atome. Ça veut dire qu'ils sont en train de jouer avec leur corps et ils deviennent des atomes. Donc tout ça, on a fait beaucoup de choses comme ça où c'était ludique. Les enfants apprennent en utilisant le corps et les 5 sens. Et là, on a réussi. Cette école a aussi créé une loi organique. On a réussi aussi dans le sens où il y a eu un acte passé en 2010 pour toute l'Inde où maintenant, nous, on a commencé il y a 20 ans en scolarisant 20% des enfants extrêmement pauvres. Aujourd'hui, pour toute l'Inde, c'est devenu 25% des enfants pauvres. Toutes les écoles privées doivent les scolariser. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées dans notre école, notre petite école, pour un pays aussi grand comme l'Inde. Donc, ce n'est pas la taille d'un projet qui peut faire le changement. C'est vraiment la qualité des choses, la profondeur dans laquelle on fait et la conviction avec laquelle on fait les choses. Donc, disons que on a fait beaucoup de choses, on a réussi, on a eu des promotions de bac. C'est aussi une école inclusive où on a des enfants autistes, on a des enfants avec des difficultés physiques ou autres qui font partie de notre groupe, comme tout le monde. Et aussi, comme vous avez vu sur ces deux photos qui viennent de passer, ce qui est important aussi, c'est de casser cette frontière qui existe entre le sujet apprenant, l'être humain, l'apprenant, et le monde extérieur. Dans la première photo, on a vu les tout petits qui vont toucher l'arbre. C'est-à-dire que, par exemple, plutôt que d'avoir un livre scolaire qui décrit la botanique, qui décrit la forme des feuilles, etc., et un laboratoire où on va regarder dans un microscope qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la feuille, pour nous, ce qui est important, c'est d'établir une connexion avec ce monde extérieur. Et ce monde extérieur, il est vivant. C'est-à-dire que la connexion, elle est... Lorsqu'ils font des choses comme ça, là ils étudient donc la relation aux arbres, la connexion, elle est complète. C'est-à-dire qu'on arrive, on passe de la dualité à la non-dualité. On casse cet obstacle qui est entre l'apprenant et son environnement naturel, parce que finalement, on est juste une partie de cet environnement. On fait partie d'un grand organisme qui est un organisme vivant. On est juste une cellule d'un beaucoup plus grand organisme. D'abord, à l'intérieur de notre espèce, on est tous connectés entre nous. On appartient à un grand
corps qui est l'espèce humaine. L'espèce humaine elle-même n'est qu'une cellule à l'intérieur d'un corps plus grand qui inclut d'autres espèces, qui ne sont que les yeux finalement, les yeux et les oreilles d'un organisme plus grand qui est la planète Terre elle-même, etc., etc. Et on peut aller très loin comme ça. Donc ce qui est important, c'est non seulement de comprendre ça, mais vous savez, dans la philosophie bouddhiste, on dit toute cause a un effet. À partir du moment où on met une cause, on aura un effet. Et toute chose qui se passe a une cause nécessairement. Mais si on veut agir sur les événements, sur les choses, ça ne sert à rien d'agir sur l'effet, il faut agir sur la cause. Parce que la cause créera nécessairement un effet. Dans l'évolution humaine, en fait, la cause, c'est quoi? La cause principale, première, c'est bien sûr l'éducation. C'est là où on tue toute notre créativité. C'est là où on a été conditionné à penser que le monde il fonctionne d'une certaine manière, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de ramener dans l'éducation ces notions fondamentales de connexion, d'existence à l'intérieur d'une conscience beaucoup plus vaste. Là, par exemple, sur cette photo, connexion avec la nature, sur l'autre, passer à un niveau beaucoup plus subtil, puisque là, il travaille sur des atomes, donc on peut entrer dans un monde qui est extrêmement mystérieux. C'est pour ça aussi qu'ils ont les yeux bandés, par exemple. Ça permet d'ouvrir, finalement, quand on ne voit pas, quand on utilise d'autres sens, ça permet vraiment d'ouvrir la compréhension sur le monde. Et juste pour ajouter sur cette photo, quand ils font la danse des atomes, ils deviennent carrément les électrons. Et après, les groupes doivent devenir quel atome est présenté et pourquoi ils ont fait tel type de chorégraphie pour présenter tel élément. Donc ça montre aussi leur compréhension d'un élément. Ils font la recherche. Donc c'est à travers l'écriture, le corps et on fait un mapping en fait d'un projet. Quand on veut faire un projet, quand les enfants sont d'accord avec un projet, on regarde quelles sont les matières différentes qu'on peut combiner, qu'est-ce qu'on peut couvrir ou toucher par ce projet. Donc voilà, on a eu ça on a eu un bon succès. Et puis tout d'un coup, en 2014, on a eu un grand choc où on a perdu notre fille, Tara. Elle avait 12 ans. Et c'était un être extrêmement évolué. On a commencé à trouver ses notes qu'elle avait écrites avant, qu'elle avait mis partout dans la maison, dans les cahiers, dans les livres. Elle a écrit de la poésie. Et quand elle était petite, elle disait toujours « Je n'ai pas envie de devenir adolescente. Je ne veux pas grandir, je ne veux pas. » Et je ne comprenais pas pourquoi elle disait. Une fois, je lui ai même demandé « Mais pourquoi tu dis ça, Tara? Est-ce que tu as peur que ton corps va changer ?» Elle commence à rigoler. Elle dit « Non, c'est parce que je ne veux pas te quitter, maman. » Donc, elle parlait aussi de l'âme, du corps, et comment quand l'âme vient dans le corps, on oublie pourquoi on est venu sur cette terre. Elle parlait de beaucoup de choses. Et en fait, c'est ce choc-là qui a bousculé toutes nos croyances. Et on a commencé à trouver ces messages. Là, je montre un de ces messages qui est que l'univers est fait de molécules et que tout est interconnecté. Seuls les humains échouent à voir ces connexions vivre dans la séparation. Et ça, elle avait écrit à 9 ans. Et il y avait d'autres messages qui sont venus au moment différent. Par exemple, en 2014, on a voulu quitter l'école en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On part en méditation, qu'est-ce qu'on fait? On se retrait. Et ce jour-là, je trouve encore une de ces petites notes, c'est écrit en anglais bien sûr, « Chère maman et papa, vous êtes un couple incroyable », elle a écrit en anglais « Awesome couple, you rock », et puis elle a écrit « Vous êtes des pionniers en éducation, il faut continuer à ouvrir le chemin ». Et quand j'ai lu cette note, je suis presque tombée dans les pommes. J'ai dit, Pascal, il faut qu'on retourne à l'école, il faut qu'on prenne les choses, parce qu'on a encore du travail à faire. Et c'est son message. C'est ce qu'elle veut dire pour les autres enfants. Et c'était un enfant très heureux. C'est ça qu'on peut garder au moins avec nous. On l'a donné toute la liberté. Elle a fait tout ce qu'elle voulait dans sa vie, même si c'était courte. Donc, avec ça, on est parti dans d'autres choses. On est parti donc de 5 sens, on est allé maintenant vers le 6e sens. C'est ça qui a ouvert la porte pour nous. C'est Tara, en fait, qui a ouvert la porte. Donc après, on est parti en quête personnelle, faire des stages, chamanisme, d'autres stages sur l'énergie, etc. Et on a commencé à amener ça à l'école. On a commencé à amener ça dans les formations pour les profs et ensuite dans la classe. Donc là, vous voyez, là maintenant, de l'arbre, là, c'est les profs qui sont devenus l'arbre. Ils sentent comme s'ils sont un arbre collectif. Et en utilisant les techniques de respiration, ils respirent ensemble. Donc on a commencé à travailler sur l'invisible, l'énergie, etc. Et
ça donne des résultats incroyables. On travaille aussi sur les côtés scientifiques. Il y a aussi des expériences par Rupert Sheldrake et d'autres, par Bruce Lipton qui parlent du corps, etc. Donc on amène toutes ces expériences aussi en classe. Aussi la physique quantique, on est parti de la physique newtonienne et puis on parle d'autres. Donc on amène le côté intangible ainsi qu'avec le corps. Et là, vous allez voir dans les enfants qui travaillent avec l'énergie. Ils travaillent avec l'intuition. Parce que chaque moment dans la vie, on doit faire un choix. Et le choix, quand on fait, une décision qu'on prend, on prend aussi avec le côté rationnel et aussi avec le côté intuition. L'un ne peut pas, on ne peut pas éviter l'autre. Et c'est ça qui complète l'être humain. Oui, par exemple, une expérience qu'on en a faite au niveau de toute l'école, mais on l'a commencé avec les maternelles, c'est cette expérience qui a été créée par un scientifique japonais qui s'appelle Masaru Emoto. Certains d'entre vous vont connaître, qui a travaillé sur l'eau, la structure de l'eau selon l'intention, etc. Et il a inventé une petite expérience que tout le monde peut faire et qui s'appelle donc l'expérience du riz. Alors, il s'agit de mettre 3 bols de riz dans un bocal et chaque jour venir passer juste quelques secondes sur un bocal, dire avoir de la gratitude, de l'amour, donner de l'amour à ce riz. Sur le deuxième, lui, il a dit « t'es un idiot ». Et le troisième, ignorer. Donc ça a été refait donc la première fois dans un cours de maternelle avec des enfants de 5 ans qui sont venus donc tous les jours. L'enseignante avait donc donné l'amour, je t'aime, etc. sur le premier bol, je te hais, hate you sur le deuxième. Bon, on n'aurait pas vraiment suggéré ça, mais elle l'a fait. Et le troisième, ignorer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout d'1 mois, la jarre qui avait été aimée par ces petits-enfants, on a fait un film, vous pouvez le voir sur notre site internet qui est mgis.in. Sur le bol qui avait été aimé, il y a eu des dizaines, plusieurs dizaines de vers qui sont sortis de là et qui sortaient, ils étaient dans le bocal, on voyait le bocal transparent, ils venaient se faire des petits bisous partout et tout, c'était extraordinaire. Et le bocal qui avait été avec de la haine, en fait, il était devenu complètement rocailleux, stérile, il n'y avait rien. C'est stérile. Et donc, il n'y avait plus rien. Il y avait une couche noirâtre, comme de la rocaille au-dessus du riz. Et celui qui avait été ignoré, c'est encore pire. Parce qu'on avait, vous voyez, les coquilles de verre, hein, et les vers ont essayé, ils ont essayé de naître, ils sont sortis de leur coquille, et ils sont morts, ils n'ont pas pu vivre, parce qu'ils étaient ignorés. Et on s'est rendu compte que c'est tellement important de donner, d'être connecté aux gens. Bien sûr, le mieux, c'est de l'amour, parce que ça donne la vie. Mais même la haine, au moins, elle empêche les choses, il n'y a rien qui se passe dans la haine. Mais dans l'ignorance, c'est encore pire, parce qu'il y a cette vie qui arrive, et on la tue. Et dans la classe, vous voyez, cet enseignant qui dit « moi, j'ai rien fait à cet enfant », mais simplement l'ignorer, on ne se rend pas compte à quel point on peut faire du mal à un enfant juste en l'ignorant dans la classe. Vous voyez, à partir de choses très profondes, de très sensibles, comment on peut comprendre ce qui est important dans l'éducation. Et la communication, elle ne se passe pas seulement au niveau de ce qu'on dit, elle ne se passe pas seulement au niveau de ce qu'on fait, mais elle se passe au niveau de ce à quoi on pense et ce qu'on échange. Et on est dans un moment très important. L'espèce humaine, on dit la planète, il y a des gens qui disent « sauver la planète ». Alors la bonne nouvelle, je vais vous rassurer, la planète, on n'a pas à s'inquiéter pour la planète, elle va se sauver elle-même, elle n'a pas besoin de nous pour être sauvée. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a une mauvaise nouvelle, c'est que l'espèce humaine, elle peut être en danger, c'est-à-dire nous tous. Parce que c'est ça qu'il s'agit de sauver. Et donc, on est dans un moment extrêmement important parce que l'espèce humaine n'a jamais été dans un moment de danger aussi important de disparaître. On peut disparaître en tant qu'espèce. Et dans les quelques années, c'est pas dans 1000 ans, dans 2000 ans, non, c'est la génération ici qui vient. C'est le mauvais côté des choses. Mais en même temps, il y a des développements extraordinaires qui se produisent. Et vous voyez, par exemple, en technologie, les communications, les ondes, les trucs, etc.
Et moi, ce que j'ai compris maintenant, c'est qu'en fait, tous ces développements et cette rapidité de développement de la technologie, ce n'est que l'impact, la conséquence, la représentation de ce qui est en train de se passer au niveau de notre conscience humaine. En fait, la même chose se passe. Et c'est ce qu'on appelle, en anglais on appelle ça le shift, en français on dit le changement de paradigme, c'est pas très bien, c'est vraiment un shift, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer, c'est en train de se produire, ce qui se passe en ce moment dans cette réunion, avec vous, avec tout ce qui se passe, ça fait partie de ce changement de paradigme qui est en train de se produire et qui avait été pressenti par un grand philosophe indien qui s'appelle Aurobindo, Sri Aurobindo, et qui avait annoncé il y a près d'un siècle, il avait dit, dans quelques temps, il y a une nouvelle génération d'enfants qui va venir, qu'il a appelé les enfants indigos, et qui auront un ADN prévu pour ces changements. Et c'est pour ça que nous, notre génération, on est témoins de ça. Et à l'école, on a plein ces enfants-là que vous voyez sur ces photos, ce sont des enfants indigos. Ce sont des enfants sont des gens, ils sont préparés pour ce changement. Ce changement, ça c'est la bonne nouvelle, c'est en train de se produire, on est en plein dedans, c'est quelque chose d'absolument merveilleux et d'incroyable qui est en train de se produire. Et une dernière phrase pour conclure, juste une phrase. C'est notre slogan, c'était aussi « Know thyself », se connaître soi-même. Mais pour se connaître, il faut passer à travers l'autre. Et ça peut se faire qu'à travers la connexion avec le monde extérieur. Donc se connecter, c'est aussi se connaître soi-même. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse donner à un enfant. Merci.